Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les mercredis soirs en direct sur Canal Algérie. La situation humanitaire à Rafah dans la bande de Gaza atteint des proportions alarmantes. Selon les estimations internationales, 1,4 million de Palestiniens sont entassés dans cette région. L'armée sioniste qui a poussé des centaines de milliers de Palestiniens du nord de la bande de Gaza à évacuer vers le sud veut cette fois-ci en finir avec la population palestinienne qui n'a plus où fuir. Pire, elle subit des violences extrêmes au point où certains Gazaouis en tiennent ou en viennent à envier leurs morts. Ce sont là leurs propres mots. Des mots très durs qui reflètent l'horreur vécue par ces milliers de civils. La communauté internationale a exprimé sa préoccupation, avertissant que toute opération militaire à Rafah serait un désastre pour les civils. Des organisations humanitaires dénoncent le nettoyage ethnique en cours et qualifient la situation de génocide. Mais toujours pas de cessez-le-feu. Des médecins occidentaux humanitaires ont bravé les dangers pour se rendre sur place. Le chef de la délégation témoignera dans notre émission de l'horreur qui prévaut dans les hôpitaux de cette région. Cette crise suscite une profonde inquiétude et soulève des questions quant à la protection des droits de l'homme et à la nécessité d'une intervention immédiate pour atténuer la souffrance des civils pris au piège de ce conflit dévastateur. Nous parlerons donc de la situation ce soir à Rafah avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau M. Moustapha Benfoudil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste écrivain, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons également avec nous Tarek Hafid, bonsoir, journaliste. Bonsoir. Merci d'être avec nous merci ce soir. Monsieur Hamdan Damiri, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis la Belgique. Vous êtes coordinateur de la communauté palestinienne. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je terminerai avec Dr Raphaël Pitti. Bonsoir. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur et médecin humanitaire. Et c'est avec vous que je vais commencer, Dr Pitti. Vous étiez ou vous êtes le chef de cette délégation qui s'est déplacée dans la bande de Gaza du 22 février du 22 janvier au 6 février. Vous venez de rentrer, vous décrivez un peu sur les plateaux l'horreur que vous avez vécue, que vous avez vue. Vous êtes un peu aujourd'hui ces yeux qui nous manquent dans la bande de Gaza. Racontez-nous un peu comment s'est passé votre séjour. Alors, c'était extrêmement compliqué de pouvoir rentrer à Gaza. Nous avions l'intention dès le début des attaques sur la bande de Gaza. Et c'était vraiment très, très difficile de pouvoir obtenir les autorisations nécessaires. Et nous avons réussi simplement parce que nous avons adhéré à une association américaine qui avait les autorisations des Israéliens et des Égyptiens. Et nous nous sommes greffés sur cette délégation médicale. Nous étions 7 Français à nous joindre à cette délégation pour pouvoir rentrer dans Rafah. On comprend que vous avez dû faire un véritable forcing, donc pour accéder... Oui, absolument. 4 mois. À ce territoire. 4 mois, sachant qu'aucune ONG n'avait l'autorisation de rentrer à l'intérieur de Rafah. Aucune ONG. De ce fait, il y a un collectif d'ONG internationales qui s'est créé, ce collectif, pour dénoncer justement cette atteinte au droit humanitaire international, car les Israéliens nous empêchaient de pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza pour faire ce qui est notre mission, c'est-à-dire un devoir humanitaire. Et nous avons donc réussi à rentrer, 7 médecins français avec une quinzaine de médecins américains, jordaniens, suédois, etc. Nous sommes rentrés. Et la chose la plus remarquable pour nous, ça a été, nous sommes passés par Rafah, nous sommes allés directement à l'hôpital européen. Et c'est à l'arrivée à l'hôpital européen, c'est-à-dire avant de rentrer dans le bâtiment, il y avait une énorme foule qui était autour de cet hôpital. En fait, ils sont 25 000 à être venus se réfugier autour de l'hôpital, espérant ainsi être en sécurité. L'accueil a été extrêmement chaleureux. Toute la population a couru derrière le minibus pour nous accueillir, pour nous dire que vous êtes là, merci d'être là, etc. Et il y avait tout le staff de l'hôpital européen qui était sur les marches devant le service d'urgence qui nous attendait. Et c'était vraiment très émotionnel, très chaleureux. C'était des accolades en nous disant merci, merci d'être là. Vous suscitiez un petit peu cet espoir puisque personne ne rentre dans la bande de Gaza. Une situation de cas. Il y a environ 3000 personnes qui vivent dans les couloirs de l'hôpital, qui vivent dans des conditions très précaires. À l'extérieur, il y en a 25 000, à l'intérieur, plus de 3000, ce qui crée un véritable chaos. Vous ne pouvez pas véritablement circuler dans cet hôpital.
Et de surcroît, le service d'urgence était débordé par les malades de pathologies aiguës, simplement respiratoires, etc., mais aussi des pathologies chroniques. Et là-dessus se greffe constamment l'arrivée des polytraumatisés du fait des bombardements, du fait des snipers, etc. Alors c'est une véritable situation chaotique à l'intérieur, il manque de tout, bien évidemment, il manque de médicaments, il manque de produits anesthésiques, et là, heureusement, nous en avons amené. Avec nous, chacun de nous avait fait en sorte d'avoir une valise d'environ 23 kilos de matériel et de médicaments que nous avons apportés à nos collègues. Voilà, c'est cette situation qui prévaut dans cet hôpital. Un hôpital qui est moderne, en tous les cas, un hôpital qui est, de ce point de vue... Vous diriez qu'il est encore fonctionnel aujourd'hui ? C'est un véritable cas. Vous diriez qu'il est encore fonctionnel parce que, selon vos témoignages, vous dites que vous avez dû malheureusement faire des choix sur certains patients, savoir qui garder, qui guérir, qui soigner, à qui donner la dose de morphine. C'est à cela que vous avez été confronté. Oui, bien évidemment, c'est une situation effectivement très, très dégradée au sein de l'hôpital. Et dans le fait même qu'ils ne peuvent absolument pas évacuer les malades qu'ils ont, c'est un hôpital de 400 lits et il y a 900 malades à l'intérieur de l'hôpital. Vous avez ce chaos, il y a cette population qui dort dans les couloirs et la nuit, elle se double pratiquement. Les gens de l'extérieur viennent à l'intérieur de l'hôpital pour être au chaud, etc. Et c'est bien pire la nuit encore. Et l'arrivée des blessés qui arrivent, le service de réanimation est débordé, le bloc opératoire est débordé et bien évidemment, on inverse le triage. Au lieu de prendre les blessés les plus graves d'abord, eh bien, on commence par prendre les deuxième, troisième urgences et les ambulatoires qui peuvent attendre. Et de ce fait, on laisse courir les gens. Ainsi, par exemple, tous les blessés du crâne par les snipers étaient condamnés à mort systématiquement parce qu'on savait pertinemment qu'on n'aurait pas la place pour les mettre en réanimation. Et ce qui est pire encore sur le plan éthique, c'est que pour économiser les morts cliniques, pour économiser les sédatifs, on les laisse courir sans accompagnement. Oui. Alors, il n'y a pas que ces blessés. Vous disiez d'ailleurs, c'est des blessés souvent dans la tête, des balles qu'ils reçoivent dans la tête, dans l'abdomen, ce que les snipers israéliens visent en premier. Il y a aussi ces malades chroniques qui meurent par manque de traitement, de médicaments. Cette femme enceinte qui a perdu son bébé, qui est décédée elle aussi le lendemain. Vous racontez de véritables horreurs que vous avez vues dans cet hôpital. Oui, c'est exact. Et bien évidemment, les pathologies chroniques, il n'y a pas de médicaments pour prendre en charge les épileptiques, il n'y a pas de médicaments pour prendre en charge les hypertendus, il n'y a pas de médicaments pour les cancéreux, il n'y a pas de dialyse possible pour les insuffisants rénaux chroniques. On m'a raconté qu'il y avait la possibilité de se dialyser encore, mais c'était des séances d'1h30, là où il aurait fallu des séances de 4 heures, pour essayer de faire survivre ces patients le plus longtemps possible. Il y a une situation humanitaire que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie et pourtant j'ai pratiquement participé à toutes les situations de conflit. J'ai été en Syrie 35 fois sur ces 10 dernières années et j'ai été 11 fois en Ukraine ces 2 dernières années. C'est une situation tout à fait exceptionnelle et qui est donc véritablement une horreur pour l'ensemble de cette population. Vous parlez d'une déshumanisation totale. Monsieur Tarek Hafid veut intervenir. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît, docteur Petit, bonsoir. Je voudrais savoir ce que vous avez vu. Est-ce que ça confirme l'horreur que vous avez vue dans un point bien précis de la bande de Gaza vient confirmer les chiffres annoncés quotidiennement par le Hamas? Écoutez, c'est constant, l'arrivée Alors, au niveau de l'hôpital, arrivent non seulement les survivants liés au bombardement, etc., mais aussi les morts qui viennent se faire enregistrer. Il se trouve aussi que je suis descendu 5 fois à Rafah. Bien évidemment, on me disait qu'il fallait que j'assure ma sécurité, que tout déplacement devenait dangereux entre l'hôpital dans le gouvernorat de Khan Younes et que c'était dangereux de aller. Mais il se trouvait que j'étais chargé d'une mission. Et la mission qui était la mienne, avec mon ONG, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, c'était de mettre en place 10 centres de soins primaires. Parce que la ville de Rafah, qui est une ville de 240 000 habitants, est maintenant une ville de 1 400 000 habitants. Et il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire que vous savez, aucun espace libre.
Tous les couloirs sont pris avec des hébergements de fortune. Ils se sont faits par eux-mêmes avec du plastique, avec des couvertures, etc. Ils vivent sur les trottoirs. Il n'y a plus un seul espace. Et vous avez cette foule énorme qui déambule dans la vie, qui déambule au milieu de l'eau parce que les évacuations sont complètement touchées et qui déambule parmi les détritus. C'est une situation complètement déshumanisée. Et vous avez bien évidemment les immeubles qui ont été effondrés par les bombardements. La ville de Rafah, et j'ai rencontré le maire, n'a pas les moyens d'enlever ces gravats. Elle n'a pas les moyens de déblayer et les familles ont mis les noms des personnes qui sont encore sous les gravats en espérant que le moment venu, on puisse retirer les corps pour les enterrer dignement. Oui, c'est cette situation qui prévaut à Rafah et je l'ai dit et déclaré, toute attaque sur Rafah aujourd'hui serait condamnable et serait certainement une vraie volonté d'un génocide. Oui, le mot est lâché, c'est cette intention de génocide aujourd'hui qui se déroule sous nos yeux. Monsieur Dr Pitti, vous avez même déclaré ou comparé ce que vous avez vu au ghetto de Varsovie. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez une population qui est enfermée dans une espèce de nasse. Ils ne peuvent absolument pas se déplacer de l'intérieur. Et vous voyez apparaître, bien évidemment, cette population n'a pas d'argent. Il existe dans le centre de Rafah une activité économique. Il y a des marchands qui vendent des boîtes de conserve, il y a aussi des légumes, on peut en acheter, etc. Parce qu'à Gaza, il y a une production agricole quand même si elle n'est pas très importante, elle existe. Mais c'est au-delà de leurs moyens, les prix ont triplé et l'œuf, par exemple, coûte moins de 1 euro. Donc, et vous n'en trouvez pas. Vous ne trouvez pas de volaille, vous ne trouvez pas de viande, vous ne trouvez rien. Cette population a été forcée de partir avec très peu de moyens à pied du nord et du centre vers le sud et elle se retrouve complètement dans une situation de très grande précarité. De ce fait, comme dans le ghetto de Varsovie, quand on repense à ces images qu'on a pu voir, vous voyez apparaître des petits commerces pour gagner quelques sous. Vous avez par exemple le réparateur, celui qui remplit les briquets jetables. Vous avez le cordonnier qui répare les vieilles chaussures. Vous avez quelques personnes avec des machines à coudre qui réparent les vieux vêtements, etc., que les gens ont parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'en acheter d'autres. Vous voyez, vous avez les chargeurs, bien évidemment, de téléphone aussi, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, ces gens, pour quelques pièces, rechargent les téléphones. C'est un peu cette situation qui prévaut, vous voyez, de gens qui tentent de gagner quelques sous par des petits métiers en même temps et qui leur permet éventuellement d'améliorer leur quotidien. Mais ce quotidien est extrêmement difficile. Ils font la queue pour la nourriture, ils font la queue, bien évidemment, pour trouver des toilettes, etc. Ils font la queue pour avoir de l'eau. C'est une situation qui est extrêmement épouvantable pour cette population. Je l'ai dit, elle est complètement déshumanisée. Docteur... Et il y a pire que de tuer quelqu'un, c'est de lui enlever toute sa dignité. Oui. Docteur Pitti, deux petites dernières questions. Vous avez entendu les bombardements lorsque vous étiez dans cet hôpital dans lequel vous êtes resté 15 jours, je rappelle, avec votre équipe. Les bombardements n'étaient pas loin de l'hôpital européen? Oui, et on avait même l'impression que cela se rapprochait, au point que dans les derniers jours, une partie de l'hôpital a vu tout son plafond sauter en l'air et nous avons eu des éclats qui sont venus jusque sur la façade de l'hôpital. Et donc on craignait qu'arrive à l'hôpital européen ce qui était arrivé à l'hôpital de Khan Younes, l'hôpital El Nasser, qui avait été encerclé par les Israéliens pendant 11 jours, empêchant les malades de rentrer et de sortir. Et donc, on se disait qu'il y avait le risque maintenant qu'après Al-Nasser, ce serait notre tour. Vous appelez à un cessez-le-feu immédiat aujourd'hui? Absolument, il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument protéger cette population. Il faut que les Israéliens respectent le droit humanitaire international et surtout aussi la dernière résolution de l'ONU qui impose aux Israéliens l'approvisionnement massif de cette population. Elle ne respecte même pas les résolutions votées par le Conseil de sécurité. Merci Dr Raphaël Pitti d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir livré ce témoignage glaçant sur la situation dans la bande de Gaza. Merci. Merci. Alors, je vais donner la parole à présent à M. Hamden Dameri. Vous avez suivi ce témoignage de Dr Pitti. Je vous laisse
réagir sur ce que vous avez entendu, une population déshumanisée, abandonnée à son propre sort. Quel est le sort aujourd'hui des Razaouis, Monsieur Dameri? Ce que vient de dire le médecin qui a vu sur place l'horreur dans laquelle se trouvent les Palestiniens, moi je pense que ce sont des témoignages que tous les jours on entend avec des médecins palestiniens dans tel ou tel hôpital qui restent encore, qui fonctionnent partiellement parce que les hôpitaux, presque tous les hôpitaux palestiniens soit ils sont détruits complètement ou très partiellement ils fonctionnent encore. Et ce sont des choses qui se déroulent tous les jours et l'armée israélienne concentre sa machine de guerre contre les hôpitaux palestiniens. Il y a un objectif derrière ça, parce qu'il y a l'objectif de dire aux Palestiniens, même les blessés ne peuvent pas être soignés à Gaza. Par conséquent, la seule chose qui reste à vous, c'est de partir. Donc c'est ça l'objectif israélien qui se trouve derrière toute cette politique israélienne de génocide, c'est d'obliger les Palestiniens à quitter le territoire de la bande de Gaza et à se déplacer, je dirais, vers l'Égypte. Ça, c'est l'objectif israélien, et vider le territoire parce qu'il y a d'intérêt économique en faveur d'Israël si jamais les Palestiniens quittent le territoire de Gaza. Mais cet objectif israélien, il a complètement échoué. Les Palestiniens ne quitteront pas la bande de Gaza. Ils resteront là-bas malgré les difficultés, malgré les morts de tous les jours, malgré les blessés, les destructions. Ils vont rester dans la bande de Gaza. Maintenant, les Palestiniens, je dirais, dans cette situation, ne demandent pas la lune, les Palestiniens. Les Palestiniens demandent 4 choses principales actuellement. Et d'ailleurs, les négociations au Caire hier, malheureusement, ils ne sont pas parvenus à une forme d'un accord pour l'instant. Et je crois qu'on est en train de s'éloigner petit à petit d'un accord parce qu'il y a un vrai problème qui s'appelle Netanyahou. Netanyahou, c'est un problème en soi parce que lui, il essaye par tous les moyens de mettre les freins devant un accord dans les combats. Et par conséquent, malheureusement, on est en train de s'éloigner d'un accord quelconque. En tout cas, pour les Palestiniens, il y a 4 choses importantes. C'est un cessez-le-feu d'abord, et le cessez-le-feu il peut être négocié. Peut-être au départ, il n'y aura pas un accord sur un cessez-le-feu, peut-être une trêve pendant 6 semaines. Oui, c'est ce que propose Joe Biden. 8 semaines, etc., mais qui se termine, cette trêve-là, par un accord d'un cessez-le-feu permanent. Ça, c'est la seule chose sur laquelle les Palestiniens peuvent descendre un petit peu par rapport de leur exigence ou de leur revendication d'un cessez-le-feu permanent. Deuxième chose que les Palestiniens réclament, c'est le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. Même ce point-là, les Palestiniens actuellement, ils sont prêts d'accepter que cela passe par 2 étapes. Première étape, que les forces israéliennes quittent là où il y a des zones habitées par les Palestiniens, les villes, les camps de réfugiés, etc., et qui s'éloignent de ces zones-là. Et puis, deuxième étape, qu'ils partent définitivement de la bande de Gaza. Ça, c'est la seule chose sur laquelle les Palestiniens peuvent peut-être aussi descendre par rapport de leur revendication. Merci, monsieur. Oui. Merci, monsieur Damiri. Je vais faire un petit tour de table ici. Je vous rendrai encore tout à l'heure la parole. Monsieur Benfodil, je rappelle que vous suivez l'actualité de ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Palestine en général, parce qu'on veut dissocier peut-être la bande de Gaza de la Palestine depuis le début de ce conflit. Quand vous entendez ce témoignage, alors, monsieur Damiri a bien fait de le préciser, c'est des témoignages qu'on entend aussi de la part de Palestiniens, de médecins palestiniens, de journalistes aussi palestiniens, mais aujourd'hui peut-être que la parole finalement d'un médecin qui vient de l'Occident a plus de poids pour faire réagir l'Occident. Absolument, absolument. En tout cas, j'éprouve une forme de pudeur à m'exprimer pour la simple raison que ce que je viens d'entendre. D'ailleurs, je tiens à saluer Dr Raphaël Petit parce que ça m'a bouleversé son témoignage. Parce que nous, en fait, moi à la base je suis reporter, je respire le terrain et j'ai besoin de toucher. Et j'ai fait des terrains comme l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Égypte, enfin, le monde arabe de manière générale. Et là, je ne peux pas me déplacer en Palestine, sachant que j'ai essayé... Non, les journalistes sont refusés. Oui, absolument. Oui. Pas cette fois-ci, mais j'ai essayé longtemps, en 2008-2009, parce qu'il y a eu, pareil, une offensive extrêmement terrible sur Gaza. Et donc, là, en fait, je fais des articles à partir d'un matériau qu'on recueille un peu à partir de différentes sources. Mais là, les mots prenaient cher. Oui. J'avais vraiment le sentiment d'être dans cet hôpital européen, d'être à Rafah, de toucher, d'avoir justement
vraiment les sensations que procure la proximité avec le réel. Et c'est pour cela que j'ai parlé de pudeur, parce que je me dis, nous, en fait, on se sent déjà à la base extrêmement impuissant par rapport à cette horreur insoutenable. Oui. Et en tant que journaliste, voilà, on se doit d'être au plus près des faits. Et donc là, je suis extrêmement reconnaissant et je suis admiratif devant... Vous dénoncez aussi à votre manière en relatant ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est aussi ça le métier de journaliste, le combat par la plume, par le stylo. Absolument, parce qu'il est extrêmement important de mettre les mots justement sur les choses. Et il y a aussi cette bataille-là, ce que j'appellerais l'information. Entre guillemets, la guerre des récits. Oui. C'est-à-dire la façon dont on rend compte du réel et comment qualifier les choses. Par exemple, il y a ce storytelling israélien qui parle de terrorisme, alors que nous, on considère que c'est un mouvement de libération. Oui. On est face à une situation éminemment coloniale. Pour laquelle il faut appliquer des instruments de décolonisation. Donc on n'est pas du tout dans la même perspective. C'est pour ça que c'est extrêmement important, justement, même à partir de notre point de vue, à partir de l'Algérie, à partir d'Alger, de contribuer un tant soit peu à rétablir les vérités pour faire cesser cette effroyable agression contre le peuple palestinien. Contre des populations civiles. Hein. Alors, quelle issue aujourd'hui pour la population de Gaza? On a l'impression ils ne peuvent plus remonter vers le nord. 60% des habitations de la bande du nord sont détruites. Ils sont au sud et on l'a vu dans quelles conditions aujourd'hui. Précarité, insalubrité, famine, manque de médicaments, pas de traitement. On a l'impression qu'on veut faire craquer aujourd'hui la frontière avec l'Égypte, les pousser dehors carrément. On en est là. Je pense que l'objectif est clair, en tout cas, de Netanyahou. En fait, il n'y a pas d'intention finalement de les pousser vers l'Égypte parce que les Israéliens et tous les pays qui les soutiennent ont compris depuis le début que les habitants de Gaza n'ont aucune volonté de partir. Donc maintenant, nous sommes dans l'extermination. Et c'est ça qui est terrible. Je voudrais juste rappeler deux faits importants, et c'est pour ça que même la notion de cessez-le-feu, finalement, elle ne veut absolument rien dire. Nous sommes maintenant face à une situation de non-assistance à population, pas simplement en non-assistance de population en situation de génocide. Je rappelle deux faits. Et là, la responsabilité du Conseil de sécurité, il est totalement engagé. En 1991, le Conseil de sécurité a adopté une résolution pour imposer un système pour empêcher l'aviation irakienne donc de bombarder le Kurdistan. Donc c'était pour protéger les populations. Une zone d'exclusion aérienne pour protéger les populations du Kurdistan. Donc c'était en 1991. En 2011, on a fait la même chose en Libye pour soi-disant protéger les populations de Benghazi, donc de l'Est libyen, de l'armée de Kadhafi. Ça a donné lieu ensuite donc à une catastrophe. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant... Il y a eu des réactions à l'époque. Oui. Mais pas avec la Palestine. Mais tout à fait. Il y a eu des réactions, les résolutions ont été adoptées, elles ont été appliquées, et donc il y a eu ces populations, on va dire, qui ont été protégées. Pourquoi on ne le fait pas maintenant pour sachant que les mesures conservatoires, les mesures conservatoires qui ont été décidées par la Cour internationale de justice, elles sont restées lettres mortes. Mais tout à fait, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est la responsabilité du Conseil de sécurité. Et c'est pour ça que finalement, la seule issue pour un pays comme l'Afrique du Sud pour essayer de faire respecter justement le droit et aller... Elle a déposé un nouveau recours, qui a déposé un nouveau recours. Ça a été justement cette Cour internationale de justice. Oui. Alors un nouveau recours a été déposé par l'Afrique du Sud justement pour examiner en urgence l'annonce par l'entité sioniste d'une prochaine offensive militaire à Rafah. Alors c'est une offensive qui est dénoncée pratiquement par tout le monde, y compris les États-Unis qui parlent d'une catastrophe. Alors on ne parle toujours pas d'un cessez-le-feu. Je vous propose d'écouter la déclaration de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, et de la commenter juste après. Tel Aviv, begging, please, don't do that. Protect civilians. Don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon?
Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this isn't a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision of arms. And by the way, today a court in Netherlands has ordered to the government to stop exporting the spare parts of the F-35 fighters to Israel in order to be sure that the International Court of Justice rule is being implemented. So I don't know, every member state is the owner of its foreign policy, but it's a little bit contradictory to continue saying that there are too many people being killed, please take care of people, please don't kill so many. Stop saying please and doing something. Monsieur Damiri, vous venez d'entendre Joseph Borrell qui dit où est-ce qu'on va les pousser, ces Razaouis, où est-ce qu'on va les emmener sur la Lune. On a entendu le président français, on a entendu Joe Biden qui dit qu'il ne faut pas entrer à Rafah. On a entendu plein de dénonciations, mais l'acte ne suit pas la parole. Il n'y a pas encore cette volonté réelle qu'il y ait une cessation des hostilités et des bombardements. Vous sentez que la communauté internationale n'a pas encore cette volonté de réagir fermement contre Israël? Tout à fait, absolument. Donc, quand on regarde les positions américaines, parce que, je dirais, presque la veille, il y avait une communication d'une trentaine de minutes entre Biden et Netanyahu. Ben, il semble que lors de cette communication téléphonique, Biden il a donné une sorte d'un feu vert à Netanyahu, mais en demandant à ce qu'on ne touche pas massivement les civils palestiniens. Mais comment voulez-vous, dans une région où il y a 1 400 000 personnes, des civils, et la plupart sont des déplacés, des personnes qui se trouvent dans les tentes, dans les rues, dans les écoles, etc. Comment voulez-vous qu'une armée qui entre dans une région comme ça, tellement petit, parce qu'on parle d'une centaine de kilomètres carrés, pas plus que ça, donc la région du Sud, comment voulez-vous qu'ils ne touchent pas les civils? Les civils, ils sont partout, dans les rues, ils sont dans les maisons, dans les ils sont écoles, visés. dans les tentes, je répète. Donc, absolument, si l'armée israélienne entre, il va sans doute commettre des massacres et des massacres, et chaque bombe israélienne tombe dans cette région, elle va toucher des personnes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je pense que la parole donnée par les Européens, les Américains, etc., sont des paroles pour l'instant qui sont vides de contenu et ne sont pas suivies par des actes. Or, les Américains, surtout les Américains Biden, ils peuvent faire des pressions sur Netanyahu parce que les munitions qui viennent et qui sont utilisées par l'armée israélienne viennent des États-Unis. Donc, oui. Il a des cartes importantes, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, ces cartes-là ne sont pas utilisées. C'est la raison pour laquelle je dirais la situation pour l'instant, on s'attend au pire au niveau de Rafah si jamais l'armée israélienne entre dans cette région. Et par conséquent, il faut continuer les pressions. Et le 19 à Bruxelles, il y aura le sommet européen. Il y a une réunion importante européenne à Bruxelles. Et on a appelé à un rassemblement devant le Conseil européen justement pour que l'Union européenne prenne une position pour un cessez-le-feu, parce que jusqu'à maintenant, l'Union européenne n'a pas une position collective d'un cessez-le-feu. C'est vrai, monsieur Borrell, parfois il fait des déclarations en demandant l'arrêt de combat, etc. Mais d'une manière collective, l'Union européenne n'a pas encore une position. Oui. Et au dernier sommet européen à Bruxelles, le mois de janvier, le 14, le 15 janvier, malheureusement, lors de cette réunion importante à Bruxelles, il n'y avait pas un accord européen pour un cessez-le-feu. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, cela ne reste que des paroles. Officiellement une position en faveur d'un cessez-le-feu. Il y a des déclarations de tel ou tel responsable européen, ça c'est vrai, mais ce n'est pas collectif. Alors justement, puisque aujourd'hui vous parlez de l'inaction de ces pays européens également, il y a uniquement l'Espagne et l'Irlande aujourd'hui qui demandent à ce qu'on revoie les accords liant Israël à l'Union européenne pour non-respect des droits de l'homme et de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui les réactions qu'on entend, ça commence un peu à les gêner, c'est ça? C'est juste pour un peu se prémunir? Il y a aussi les décisions de la Cour internationale de la justice qui pourraient les associer à de la complicité
on va dire, dans l'histoire, hein, parce que c'est pas demain que le verdict va aller à l'encontre de l'entité sioniste. Mais comment expliquer ces réactions aujourd'hui ? Moi, je dirais d'abord par la pression des opinions publiques, parce qu'il y a les sociétés, parce qu'il y a quelque chose de moral d'abord, d'éthique, c'est-à-dire le niveau de violence. Maintenant, on a officiellement une qualification de la part de la plus haute cour juridiction de l'ONU qui parle de génocide plausible. Voilà, il y a une présomption de génocide, même s'ils ne sont pas encore sur le fond, mais on commence à mettre les mots, et je pense que les dirigeants occidentaux se rendent compte justement de l'infamie et de la contradiction en fait de leur démarche. D'un côté, ils signent la convention de 48 qui impose à la communauté internationale de faire en sorte qu'il n'y ait plus de génocide, et aujourd'hui ils se rendent complices de situations génocidaires tous les jours. On le voit. Récemment, j'ai assisté à une rencontre avec l'ambassadeur de Palestine, Faiz Abou Aïta, qui dit concrètement qui sont les personnes tuées. Est-ce qu'il y a parmi eux des enfants, des femmes, des vieillards, des combattants du Hamas ? À supposer que ce soit ça le but de la guerre. Donc ce sont des personnes sans défense. Donc tous les jours, il y a aujourd'hui encore, il y a le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza parle de 11 tueries commises en 24 heures. 103 personnes tuées. Hier, pareil, une centaine. Alors, pour la libération des 2 otages israéliens, une centaine de morts. Donc, on imagine s'il y a une incursion terrestre. Donc, il y a tous les jours une violation massive. Donc, déjà, rien qu'à ce niveau-là, je pense que ces dirigeants occidentaux commencent peut-être à entrevoir un tout petit, s'ils ont encore un semblant de conscience, qu'ils se rendent complices de crimes génocidaires. Alors aujourd'hui, quel est finalement l'objectif ? On va vers cet objectif du Grand Israël. On veut reprendre tous les territoires et puis s'attaquer après peut-être à la population de la Cisjordanie, la faire également sortir ? C'est la logique justement de ce projet. Rien n'arrive à arrêter Benyamin Netanyahou de ce projet basé sur un texte religieux. Messianique, il y a du messianisme. Tout à fait. Tout à l'heure, le docteur Pitti parlait du ghetto de Varsovie. Oui. Là, je pense que c'est quand même un cran au-dessus. C'est que déjà, en termes de délai, c'est beaucoup plus court. D'accord. De nombre en termes de d'intensité de violence, c'est quand même beaucoup plus important. Donc on est vraiment dans un condensé de concentrer de Varsovie, mais à une échelle quand même qui est beaucoup plus importante. Oui, l'objectif, c'est l'extermination. L'objectif, je vais même dire peut-être un mot qui va gêner peut-être en dehors d'Algérie, c'est la solution finale. Ils sont dans une logique de solution finale, effectivement. En plus, Netanyahou est sur la sellette, parce qu'on rappelle qu'il y a une élection en vue, parce qu'il y a une procédure contre Netanyahou pour corruption, donc lui-même aussi veut sauver sa peau politiquement. C'est se maintenir au pouvoir avec cette guerre. Alors maintenant qu'il a libéré 2 otages, ça va peut-être encore le maintenir... 2 otages sur 4 mois quand même de bombardements intensifs, faut le rappeler, donc aucun de ces objectifs n'ont été atteints finalement. Tout à fait. Mais 30 000 morts ont été par contre... Le deuxième objectif n'a pas du tout été atteint, c'est l'extermination du Hamas. Le démantèlement du Hamas, au contraire. Qui est juste impossible. On parle bien d'une idéologie. Et au contraire, ça va nourrir peut-être même les populations nouvelles à rejoindre ce mouvement. Je voudrais de rajouter aussi autre chose, c'est que la politique, justement, cette politique d'extermination, Israël n'applique pas uniquement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Voilà, ce qui est en train de se passer à Jénine, par exemple. La colonisation se renforce, elle est plus durcie. Il y a des crimes tous les jours. De leur maison, Des morts tous les jours. Donc c'est ça le prochain objectif, ça aussi s'attaquer à la population de la Cisjordanie. Pourtant, il n'y a pas de Hamas là-bas. Oui. En fait, moi, si vous permettez, c'est-à-dire, je me réfère à une déclaration extrêmement pertinente de 3 organisations palestiniennes des droits de l'homme. C'est le Markaz al-Falastini Haqouq al-Insan, donc le Centre palestinien des droits de l'homme. Il y a Muassasat al-Haq et Muassasat al-Mizan, donc ces 3 importantes organisations. Elles ont fait une déclaration lundi dernier après le premier carnage qui a été commis depuis l'annonce de Netanyahou d'envahir Rafah. Elle parle de deuxième Nakba qui serait plus terrible que celle de 48. Je rappelle qu'en 1948, il y a eu... donc Nakba, ça veut dire désastre. Oui, catastrophe. C'est catastrophe, voilà. Et il y a eu, donc, ça coïncide avec la création ou l'émergence ou la fabrication de l'État hébreu. Il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont été arrachés à leur terre. Et aujourd'hui, on est à 1,4 million.
qui sont pris justement entre deux enfers, parce que d'un côté, ils sont acculés aux frontières avec l'Égypte, près du corridor de Philadelphie, qu'on appelle. C'est devenu un enjeu aujourd'hui. Et sinon, ils sont ils sont dans l'errance permanente, en quête d'un abri sûr. Et ça, c'est en soi un crime de guerre. C'est-à-dire le blocus, les déplacements forcés, les déportations, ce sont aussi des actes génocidaires, parce qu'on a tendance à croire qu'il faut qu'il y ait des morts. Non, même ça tombe sous le coup du droit international. Monsieur Hamdan Dameri, vous pensez aujourd'hui, on le sait, si la population est poussée vers la sortie, elle ne pourra jamais revenir. Elle ne sera jamais, en tout cas on ne la laissera pas, on l'a vu avec les réfugiés qui sont plus de 6 millions aujourd'hui, qui n'ont jamais pu rejoindre leur terre. Si on arrive à sortir les Gazaouis de la bande de Gaza, l'entité sioniste ne les laissera jamais revenir. Oui, absolument. Ils le savent, les Palestiniens, ils le savent très bien. Il faut savoir que 70% des habitants de Gaza sont des réfugiés. Oui. Ce sont des réfugiés palestiniens qui sont réfugiés. C'est les descendants surtout des réfugiés palestiniens qui sont partis obligatoirement par la force en 1948, ce qu'on appelle la première Nakba palestinienne. Donc ils savent très bien que quand on quitte, si on se déplace, si on part de Palestine, on ne reviendra plus. Ce sont des choses qui font partie de leur vécu quotidien. Donc les Palestiniens le savent très bien. C'est la raison pour laquelle il est hors question de quitter la bande de Gaza pour les Palestiniens. Ils supportent, je dirais, la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent, les Palestiniens, mais il est hors question pour eux de quitter la bande de Gaza. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que cette offensive contre Rafah ne démarre pas avec l'entrée des forces israéliennes dans cette ville et dans la région où se trouvent les déplacés palestiniens. Donc moi je pense que les pressions doivent continuer au niveau international, justement pour obliger finalement Netanyahou à accepter le principe d'un cessez-le-feu et l'arrêt définitif de cette offensive israélienne qui cause vraiment des pertes énormes. C'est un génocide, c'est pas une guerre qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Mais ce sera quoi la suite après la bande de Gaza? Vous pensez que la population de la Cisjordanie est elle aussi menacée? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que le gouvernement actuel qui est au pouvoir en Israël depuis le début de 2023, donc ce gouvernement qui s'appelle, il l'appelle en langue arabe, donc Hukoumat al-Hasm, je ne sais pas comment traduire cette phrase-là, c'est-à-dire ils ont un projet. Le gouvernement il a un projet, c'est d'obliger les Palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie et de 48 aussi, qu'on appelle les Palestiniens en Israël même. Donc ils veulent mettre en place un processus qui oblige chaque partie de ces trois parties des Palestiniens à partir de la région dans laquelle ils se trouvent. Ils commencent avec la bande de Gaza, on sait qu'est-ce qu'ils font en Cisjordanie quotidiennement, et par conséquent, donc il faut que ça échoue au niveau de la bande de Gaza, que leur plan ne réussit pas, pour ne pas passer à une autre région, c'est-à-dire la Cisjordanie. Et la Cisjordanie, ça sera plus dramatique. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, que la Jordanie elle exprime d'une manière permanente son refus de tout déplacement des Palestiniens de la Cisjordanie, parce qu'on sait très bien si on les oblige à partir, ce sera définitif. Et quelle est la situation actuellement en Cisjordanie? Parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi des exactions aussi en Cisjordanie. Tous les jours, il y a des morts côté palestinien. Hier, il y avait 4-5. Tous les jours, il y a des incursions, il y a l'entrée des forces israéliennes dans tel ou tel camp de réfugiés, dans tel village palestinien. Donc, ils siègent presque toutes les villes palestiniennes en Cisjordanie. C'est une guerre contre tout le peuple palestinien en réalité. C'est pas seulement contre la bande de Gaza. C'est ça ce qui doit être compris au niveau international, qu'Israël est dans un offensive contre les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit dans la bande de Gaza, avec un plan de déplacement. Commençons avec la bande de Gaza pour passer après à la Cisjordanie. Oui. Alors, on sait qu'il y a des négociations qui sont en cours. Monsieur Dameri le disait tout à l'heure en début d'émission. On s'éloigne de plus en plus d'un accord plausible. Joe Biden parle de 6 semaines de trêve.
Alors lui, par contre, il ne fait pas référence à un cessez-le-feu, à une cessation des hostilités définitives. On parle toujours d'une trêve plus longue cette fois-ci, mais ça coince toujours. Oui, parce qu'eux, ils considèrent que Hamas est une organisation terroriste. Donc en fait, les objectifs, bien sûr, ils sont totalement disparates. Parce que tout dépend qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on cherche juste une trêve pour faire une pause dans la guerre, ensuite reprendre les hostilités, ou bien on veut un règlement définitif de la question palestinienne, c'est-à-dire déplacer le débat de la question militaire, de la question en fait des affrontements, vers la question politique. Et c'est ça justement tout l'enjeu. C'est comment ramener, en fait en gros c'est comment faire des accords déviants à l'échelle de la Palestine, comme ce fut le cas avec l'Algérie. Le FLN, la LN étaient traités de terroristes, et pourtant ils ont bien fini par s'asseoir autour d'une table et discuter de la résolution de la question algérienne. Et c'est pareil, c'est-à-dire pour moi Netanyahou fait de la surenchère, il fait un monologue, il croit qu'il est tout seul, mais on sait que c'est un rapport de force, et ce qui s'est passé avec Tofam Aqsa, c'est que ça a complètement bousculé le rapport de force. C'est-à-dire, ça démontre une chose, c'est que les Palestiniens aujourd'hui, quelle que soit l'ampleur des épreuves, des atrocités qu'ils subissent, sont maîtres de leur destin. Oui, et puis on dit souvent que sur le plan communication, l'antisécionniste a perdu, que l'histoire témoignera en tout cas de l'horreur qui est en train d'être commise actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ces accords? Finalement, on s'éloigne de plus en plus d'un accord, qu'il n'y a pas l'espoir en tout cas d'arriver à une trêve plus longue. Parce que je pense, comme je disais tout à l'heure, qu'on est toujours dans cette logique de cessez-le-feu. Quand on dit cessez-le-feu, ça veut dire que il y a réellement un conflit, alors que là, non, il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas de conflit, c'est un génocide. C'est une armée très puissante, une des plus puissantes au monde, qui est en train de massacrer des populations. C'est tout. Donc il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu. Il faut qu'il y ait un arrêt de ce massacre, tout simplement. Et s'ouvrir à une solution politique. Quelle solution politique reste viable aujourd'hui? On parle encore de cette solution de deux États? Je pense la solution de deux États, c'est quelque chose, en tout cas pour des pays arabes, on va parler des pays arabes en globalité, qui a été acté, que refuse Israël, parce qu'eux, ils sont dans une logique de colonisation. Mais je pense que ce qui doit être fait au plus vite, c'est vraiment d'unir les Palestiniens, c'est-à-dire réellement de sortir de cette idée de faction, mais qu'il y ait véritablement une union pour pouvoir parler d'une seule voix. S'il y a eu des accords, les accords déviants, c'est parce qu'il y avait deux partis, il n'y avait pas côté algérien, plusieurs... Les Algériens faisaient bloc. Mais tout à fait, il y avait le FLN, et c'est donc les négociateurs du FLN qui étaient face aux négociateurs français. Là, maintenant... Mais est-ce que c'est possible maintenant? Tout a été fait pour diviser ces deux populations. Justement, mais durant toutes ces années, tout a été fait pour diviser. Même géographiquement. Mais tout à fait. Mais c'est ça vraiment. Et je pense que l'idée même, l'initiative algérienne d'unir les factions, d'avoir une seule, c'est-à-dire de réconcilier, de vraiment de réconcilier, c'est ça l'idée en fait qui était intéressante. Là maintenant, ça va être un peu plus difficile parce que, en quelque sorte, on va dire que quand même Raza a pris de l'avance, c'est-à-dire en termes de combat, même si du côté du Fatah c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il y a la pression des Américains, des Jordaniens, etc., et des Israéliens qui sont très proches. Mais à un certain moment, il faudra régler la question politique interpalestinienne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un avant-après. Je pense que... Parce que là, on est encore dans l'actualité chaude, on est encore dans l'émotion, mais cette histoire, elle va nous poursuivre pendant des années. Et je pense que cette opération, en fait, elle va justement rabattre les cartes, elle va reconfigurer la cartographie politique dans la région, et je pense que l'avenir appartient aux Palestiniens. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Vous l'avez toujours dit, Monsieur Daméry, qu'il y a eu un avant et un après. Vous pensez toujours qu'une solution politique en faveur des Palestiniens est encore envisageable après ce massacre? Moi, je pense que sans l'unité des Palestiniens, il est difficile d'envisager une solution politique de ce conflit. Il faut que les Palestiniens d'abord ont une seule voix
s'unissent autour je dirais, d'un projet national palestinien, justement pour aller à l'étape qui suivra ce qu'on appelle un cessez-le-feu, c'est-à-dire l'étape où on va chercher une sorte de solution politique à ce conflit. Pour l'instant, je pense que les Palestiniens ne sont pas sur ce terrain-là, ils sont sur un autre terrain de finir avec ce qui se passe à Gaza, d'arrêter ce génocide dans lequel on se trouve. Et après, sans doute, les Palestiniens doivent chercher à ce moment-là, toutes les fractions palestiniennes doivent chercher quel est le projet palestinien justement pour faire face à ce que le monde... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait, Monsieur Damiri, au niveau... C'est-à-dire une solution politique à ce conflit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'autorité palestinienne pour essayer de justement aller vers ce projet uni entre toutes les factions palestiniennes? Vous dites qu'il faut aujourd'hui unir tout le monde. Il y a un scénario palestinien. Il y a un scénario. Les Palestiniens négocient ou discutent entre eux pour l'instant, malgré Il y a des négociations entre Palestiniens? Oui, absolument. Il y a des réunions, pas collectives, mais il y a des réunions entre telle ou telle faction avec une autre, etc. Et on sait très bien que maintenant, après un cessez-le-feu, les Palestiniens, ils ont un chantier très important, interne à eux. Ce chantier-là, justement, il peut passer par une phase provisoire où on formera un gouvernement palestinien d'unité. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'unifier tout ce qui est institution palestinienne, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas malheureusement. Et troisième étape, c'est d'aller vers des élections palestiniennes, justement, pour élire les représentants palestiniens dans un conseil national palestinien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Palestine. Donc je pense que ce sont les différentes étapes qui vont prendre certains temps, mais je pense que c'est ça l'accord interpalestinien va vers ce scénario-là. Alors aussi, cette guerre à Gaza s'est ravivée, les tensions à la frontière nord de l'entité sioniste avec le Liban. L'armée sioniste a annoncé que des avions de combat avaient lancé une série de raids ce mercredi sur le Liban qui ont fait 4 morts. On prépare même une campagne très offensive. Le chef d'état-major sioniste en visite dans le nord du pays menacé d'une campagne très offensive. On voit que le conflit s'élargit encore et que rien n'arrête... cette folie meurtrière et ce projet du Grand Israël. Ça risque encore de s'enflammer du côté libanais. Alors du côté libanais, oui, déjà aujourd'hui aussi le Hezbollah a attaqué aussi une base israélienne où il y a eu quand même beaucoup de victimes côté israélien. Mais il ne faut pas oublier que ça se joue pas uniquement au Liban ou au sud-Liban ou même au Yémen. Ces dernières semaines, on a vu que les répercussions sont allées jusqu'aux frontières irano-pakistanaises. Donc c'est en train de prendre de l'ampleur. Et avec il y a toujours ce risque d'embrasement de la région. Je pense que maintenant, il n'y a plus le risque. On est vraiment parti dans l'embrasement. Et avec une responsabilité du côté américain qui est quand même très très important. Oui. Alors Benjamin Netanyahu ne s'en cache plus, il a dit qu'il irait même jusqu'à Beyrouth s'il le fallait. C'est-à-dire que on ne cherche même pas à justifier les actions, aujourd'hui on est dans l'action meurtrière. Oui, il est en fait en permanence dans le côté va-t-en-guerre jusqu'au boutiste, mais pour moi, il fait vraiment de la surenchère, parce qu'à côté, quand même, il y a des mouvements, de vrais mouvements de libération, qui ne sont pas spectateurs, qui entendent justement se défendre et répondre pied à pied à l'armée sioniste. Et je pense que, en fait, dans tout ce chaos, il y a quand même quelques prémices comme ça de bonnes nouvelles. C'est que nous avons les Houthis au Yémen, nous avons le Hezbollah au Liban, il y a Hamas et pas que Hamas, il y a Saraya al-Quds, il y a Jihad Islami, il y a même le FPLP, il y a plein de ce qu'on appelle un peu comme ça pour aller vite guérilla palestinienne qui ont renoué avec la lutte armée. Et aussi, il y a d'autres mouvements dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et puis, il y a une prise de conscience mondiale que la cause palestinienne, elle est redevenue
voilà, centrale. C'est exactement pour moi, c'est le cœur du Moyen-Orient. Et quand on parle du Moyen-Orient, on parle quand même de la région peut-être la plus sensible actuellement au monde sur le plan géopolitique. Et donc, tout ceci milite pour un règlement définitif de la question palestinienne. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ça aura un impact sur le plan géopolitique mondial. Absolument. C'est-à-dire quand on voit l'évolution des éléments de langage, par exemple, des dirigeants occidentaux, ils ne parlaient même pas de solution à deux États. Or, aujourd'hui, quand même, il y a plein de monde qui incite justement l'entité sioniste à accepter ce règlement. Et ça, je pense, c'est une avancée considérable par rapport au 7 octobre. Un dernier tour de table, oui. Oui, quand on voit par exemple la réaction de l'Espagne depuis le début. L'Espagne, et l'Irlande aujourd'hui également. C'est-à-dire quand on suit les réactions du gouvernement espagnol, lorsque le président du gouvernement va côté égyptien et qu'il critique ouvertement Israël. Comment il est rappelé à l'ordre aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a eu quand même cette réaction. Lorsqu'on voit aussi la réaction des Espagnols, avec l'ouverture de cette base israélienne au Maroc, donc proche de l'enclave de Melilla. Donc tout ça dénote aussi d'une volonté d'essayer de faire très attention avec cette entité qui est dévastatrice. C'est ça. Et puis il y a eu cette décision des Pays-Bas qui doivent cesser de livrer les pièces d'avion de combat F-35 utilisées par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré la Cour d'appel de La Haye. C'est une nouveauté également. Après, si ça sera appliqué ou pas, on commence un peu à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. En fait, ça va exactement dans le sens de l'action intentée par l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, il y a des instruments au niveau des juridictions internationales qu'on gagnerait justement à activer. Et même si la condamnation ne sera pas suivie des faits, mais quand même sur le plan psychologique, politique, symbolique, c'est quand même une victoire. C'est la première fois, lorsqu'il y a eu l'arrêt rendu par la CIG, c'est la première fois qu'Israël quand même est d'une certaine façon condamné. Et ça a incité d'autres pays justement à aller dans cette voie. Donc je pense que ça en fait élargit l'éventail des instruments qui seront entre les mains de la cause palestinienne, justement pour rendre justice à la Palestine. Le côté économique aussi est très important, c'est-à-dire avec la chute de l'économie israélienne, un pays comme la Chine qui quasiment boycotte maintenant Israël. Qui a assommé l'entité sioniste d'aller vers un cessez-le-feu. Tout à fait, alors qu'il y a énormément d'échanges entre les deux pays, puis maintenant c'est quasiment à l'arrêt. Donc les conséquences aussi avec ce qui se passe, le trafic maritime en mer Rouge, tout ça, les conséquences sont là et c'est parti d'un 7 octobre. Monsieur Damiri, pour terminer, vous pensez que justement cette décision, cet arrêt de la Cour internationale de justice n'a pas peut-être eu d'impact de suite, mais pourrait sur le long terme avoir un impact sur les pays occidentaux qui pourraient eux aussi être accusés de complicité avec l'entité sioniste dans ce massacre? Oui, à long terme, je dirais oui. C'est important si la Cour internationale de justice décide dans sa décision finale, parce que pour l'instant c'est provisoire sa décision, s'il décide que dans la bande de Gaza il y a un génocide contre les Palestiniens, nous allons être à ce moment-là effectivement dans une nouvelle réalité au niveau international. Et un pays qui se dit être démocratique ici en Europe ne peut pas se permettre de continuer les mêmes relations avec Israël. On sait très bien combien l'Union européenne apporte son soutien à Israël, économique, commercial, scientifique, académique, etc., etc. Et nous demandons depuis quelques années ici en Europe de geler complètement ce qu'on appelle l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et maintenant, il y a des pays qui le réclament, et c'est très bien. L'Espagne et l'Irlande réclament carrément de geler cette association, cet accord d'association. J'espère que la décision finale de la Cour pourra faciliter effectivement ce genre de revendications. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous monsieur Damiri, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la Belgique. Mustafa Ben Fodil, merci. Tarek Hafed également d'avoir participé à cette émission et je remercie également Dr Raphaël Pitti, médecin anesthésiste réanimateur, médecin humanitaire qui était avec nous en début d'émission. Merci à tous pour votre attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.